Début de la plongée. Alors aujourd'hui, on zoome sur une journée vraiment décisive du procès Jubilard, le 10 octobre 2025. Oui, une journée capitale. C'est ça. Rappelons quand même le contexte. Une affaire hors norme, accusation d'homicide, mais sans corps, sans aveu, sans scène de crime bien définie. Exactement. Le vide. Notre mission, là, c'est d'extraire l'essentiel de cette journée. Il y a eu l'expertise psychologique et puis Cédric Jubilard lui-même à la barre. Deux moments clés, effectivement. L'enjeu était énorme, forcément. Comment on juge quand les preuves matérielles manquent cruellement ? La course se tourne vers autre chose. La personnalité de l'accusé, ça devient central. Et cette journée du 10 octobre, c'était vraiment ça. Une confrontation de récits, de perceptions. Tout à fait. Ça a démarré fort avec l'expertise psy. On parle d'un psychologue qui a vu Cédric Jubilard 5 fois pour essayer de cerner le personnage. 5 fois, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Son portrait est assez nuancé. Il le décrit comme quelqu'un de maîtrisé, distant, mais attention, pas fou. Pas fou, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'identifie pas de pathologie psychiatrique lourde, du genre qui abolievait son discernement. Donc, responsable de ses actes en principe. Mais le point qui a vraiment marqué les esprits, c'est le mobile possible que l'expert a avancé. Ah oui, lequel ? Il parle d'un sentiment d'humiliation, très profonde, lié au divorce, à la nouvelle relation de Delphine. D'accord. Et ça aurait réactivé des blessures d'enfance, d'abandon apparemment, et il a utilisé une formule assez choc. Laquelle ? Il s'est senti pris pour un con, directement. Ah ouais, quand même. Venant d'un expert à la barre, ça pèse, forcément. La défense, ils ont dû réagir. Ah bah oui, immédiatement. L'une de ses avocates, Maître Franck, elle a contre-attaqué. Comment ? Elle a poussé l'expert dans ses retranchements. Elle lui a fait admettre en gros que tout ça, c'était des hypothèses, pas des certitudes, pas des affirmations. Logique. Et elle termine avec une phrase assez habile. Le pire n'est jamais sûr, n'est-ce pas ? Pour ramener tout ça à de la spéculation, quoi. Une interprétation peut être éclairée, mais une interprétation quand même. Malin, très malin. Et donc, après ça, place à l'accusé, Cédric Jubilard, à la barre. Très attendu, j'imagine. Évidemment. Tous les regards braqués sur lui. Quelle a été sa ligne alors ? Sa défense ? C'était double, en fait. Une double stratégie. D'un côté, le déni. Total. Absolu. Il a maintenu ça. Oui, il a martelé. Je ne l'ai pas tué, c'est la certitude. Plusieurs fois. Il a aussi nié toute violence physique envers Delphine. Ah ouais. Pourtant, il y avait des témoignages. Oui, mais il nie. Tout en admettant, par contre, avoir pu être violent, verbalement ou même physiquement, mais avec son fils aîné, pas Delphine. Nuance importante pour lui. Et il a même ajouté « Je l'aime encore et je l'aimerai toujours ». Ah ouais, ça c'est la première partie de la stratégie. Et la deuxième ? En parallèle, et c'est là que c'est intéressant, il n'a pas du tout cherché à se présenter comme un saint. Au contraire. Comment ça ? Il s'est décrit lui-même. Ces mots, un vulgaire personnage. Il a dit être impulsif, avoir un côté bad boy. Il a assumé ça ? Complètement. Il va confirmer avoir payé une application pour espionner Delphine, suivre son téléphone. D'accord. Il a même avoué lui avoir pris de l'argent pour acheter de la drogue. C'est assez étonnant comme défense, non ? D'admettre tout ça, c'est risqué. C'est un pari. On pourrait voir ça comme une sorte de candeur contrôlée. Candeur contrôlée. Ouais. L'idée, ça pourrait être « Regardez, je suis honnête sur mes défauts, même les plus laids. Donc, quand je vous dis que je n'ai pas tué, croyez-moi sur ça, l'essentiel. Admettre le moins grave en espérant être cru sur le plus grave. » C'est une lecture. Et après son récit, il y a eu le contre-interrogatoire, j'imagine ? Les parties civiles ? Exactement. Les avocats de la famille de Delphine. Et là, oui, on parle d'un feu roulant de questions. Sur quoi principalement ? Surtout sur sa réaction à l'infidélité de Delphine. Comment il l'avait vécu, sa colère, sa jalousie. Le but, c'était clair, le faire craquer, le pousser à bout. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi ? Est-ce qu'il a montré une faille ? Écoutez, d'après tous les comptes rendus, pas du tout. Ah non. Non. Décrit comme imperturbable, stoïque même. Face aux questions sur l'adultère, il a nié. Nié la colère, nié la haine. Il a juste parlé d'avoir eu mal au cœur. Mal au cœur. Oui.
Et son calme, il est resté constant. Apparemment, même quand la présidente lui a fait remarquer qu'il transpirait, il n'a pas scié. Incroyable. Et c'est là que cette maîtrise, elle devient ambiguë, quoi. Est-ce que c'est le calme d'un innocent qui se concentre, ou alors est-ce que c'est le masque d'un manipulateur qui contrôle tout, comme le suggérait un peu le psychologue? Impossible de trancher juste sur ça. C'est fou ce calme, ça laisse vraiment perplexe, comme vous dites. Donc au final, cette journée cruciale, elle se termine comment? Il n'a pas flanché. Non, il n'a pas flanché. Il a tenu sa ligne de défense, avec une constance assez remarquable. Impressionnante, oui. Il a tenu bon sur le déni du meurtre. Mais en admettant tout le reste, l'espionnage, les insultes, l'argent pour la drogue, il a sans doute aussi renforcé son image, celle d'un homme toxique, calculateur. Oui, aux yeux des jurés, ça doit peser. Certainement. Et ce calme imperturbable, ça ajoute encore à la complexité du personnage. Cette journée, elle a vraiment cristallisé tout le dilemme de cette affaire pour les jurés, en fait. Exactement. Ils ont face à eux, potentiellement, deux Cédric Jubilard. Soit un mauvais mari, ça c'est clair, mais peut-être injustement accusé d'un crime horrible sans preuve directe. Soit, le masque impassible d'un tueur au contrôle glaçant. C'est tout le nœud du problème. Le verdict, qui est attendu autour du 17 octobre, devra choisir entre ces deux portraits. Décision extrêmement difficile en perspective. Ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être. Dans une affaire comme celle-là, vraiment construite sur des indices, des perceptions sans preuve matérielle forte, quelle place on accorde finalement à l'analyse du comportement, à la psychologie, dans la quête de la vérité judiciaire? C'est une question fondamentale. Et qu'est-ce que ça veut dire, la certitude au bout du compte, quand tout repose sur l'intime